Avant d'accueillir l'invité de ce podcast, je vous présente comme sponsor de cet épisode un livre audio à retrouver sur Lizzie. Ton autre vie de Frank Lovevey, un des invités les plus appréciés dans Métamorphose. Sentez-vous parfois un décalage entre la vie que vous menez et la personne que vous voulez être ? Frank nous parle avec humilité et objectivité de son chemin, d'une vie qui lui échappait, dans laquelle il était malheureux, à une vie où ce qu'il désire le plus au monde, c'est d'être qui il est. Ton autre vie de Frank Lovevey invite à changer de regard sur sa vie pour être à sa place. À retrouver sur lizzie.audio et toutes les plateformes de livres audio. Merci à eux et maintenant, place à l'invité du jour. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Qui n'a jamais vécu ces moments pénibles où nous voudrions pouvoir nous arrêter de penser ? Vraisemblablement personne. À la fois touriste et étudiant du bonheur à plein temps, mon invité, ancien avocat au barreau de New York, a à cœur de partager le fruit de 10 années de recherche, d'expérimentation et de découverte dans le domaine du bonheur. Si la méditation et l'aptitude au bonheur étaient l'apanage d'une minorité sage, aujourd'hui, nous pouvons compter sur les antisèches du meilleur des mauvais élèves. Études empiriques et scientifiques à l'appui, il débroussaille pour notre plus grande joie le domaine des neurosciences, mais aussi des spiritualités d'Orient, à grand renfort de métaphores drôles et inspirantes. Douche de gratitude, méditer comme on se laverait les dents, sortir les poubelles mentales, mais aussi histoire de mouches et d'abeilles. Exercer le muscle du bonheur est une hygiène de vie que notre invité a intégrée dans son quotidien. Auteur, mais aussi créateur de méditation guidée et organisateur de retraites, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan. Bonjour Anne. Alors, c'est quoi le bonheur de publier son 2e livre ? Tiens, on va commencer par ça. Oh, c'est incroyable. C'est un rêve. C'est un rêve parce que j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Je ne savais pas si je serais capable d'écrire quelque chose qui puisse toucher les gens. Que ça se passe une fois, c'était extraordinaire. Que ça se passe une 2e fois, j'ai l'impression de vivre une fiction. Donc c'est fantastique et je suis heureux et je me rends compte que j'ai la possibilité de publier dans la mesure où je peux apporter quelque chose aux gens. C'est important de toujours se rappeler de cette intention de service et de partage. Et c'est ça que j'ai à cœur de faire et je le fais comme tu y as fait allusion, d'une manière qui m'est propre, en essayant de rire un peu et de garder le ton léger. Oui, et on y reviendra. Alors, ce livre qui s'appelle « Les antisèches du bonheur » aux éditions HarperCollins, qu'est-ce qu'une antisèche ? En quoi ce terme correspond en fait justement à ta personnalité ? Une antisèche. Alors, est-ce que tu es suisse, toi, ou tu Non, je ne suis pas suisse. Donc, je vis en Suisse. Parce que j'ai parlé déjà avec des personnes qui venaient de Belgique et de Suisse qui ne savaient pas ce que c'était qu'une antisèche. Ah, moi, je suis française, je sais très bien ce que c'est qu'une antisèche. Donc, tu sais ce que c'est qu'une antisèche. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, et pour celles qui auraient oublié, ou les très bons élèves, je vais rappeler qu'une antisèche, c'est une triche. C'est un petit truc, c'est un petit bout de papier sur lequel tu écris les réponses à un examen. Donc, tu investis un tout petit peu de temps et tu triches et tu vas quand même avoir un résultat relativement passable. Donc, c'est un outil pour les cancres, pour qui se sauve la mise et qui est aussi un raccourci. Et donc, les antisèches du bonheur, c'est exactement ça. C'est un outil pour les cancres du bonheur, c'est un outil pour les personnes qui ont
pas beaucoup de temps à investir pour aller mieux, mais qui veulent quand même avoir des résultats. Et moi, j'étais un véritable cancre du bonheur dans la mesure où j'étais accro à beaucoup de substances, j'étais dépressif, j'aimais pas la vie. J'ai découvert, c'est devenu ma passion, des grands principes, des habitudes, des expériences qui ont complètement transformé ma vie. J'ai voulu partager ces choses-là parce que plus on devient heureux, plus on a envie de partager ce bonheur. Mais je me suis rendu compte aussi que je savais que les gens ont des vies qui vont à 200 km/h, ont énormément d'obligations. Et donc l'idée, c'était de partager avec des personnes qui ont peu de temps des outils qui pourraient quand même intégrer à leur quotidien pour avoir un impact significatif, d'où les antisèches du bonheur. D'où les antisèches du bonheur. Alors, on va revenir évidemment sur quelques antisèches, mais en te lisant, on découvre que la vie de tes rêves n'était pas source de bonheur et que justement, tu l'as beaucoup expliqué dans les médias, etc. Mais pour celles et ceux qui peut-être encore ne te connaîtraient pas aujourd'hui, c'est intéressant cette idée de se tromper de rêve. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir atteint tous les objectifs que tu t'étais fixés à seulement 25 ans, c'est quand même jeune, et ensuite de revoir la copie entièrement, si je puis dire. C'est ça, il y a plein de questions dans ta question. Mais toujours, moi c'est les cerveaux de 10, tu sais, ça part comme ça en arborescence. Alors après, vas-y, prends celle que tu saisis. Les cerveaux de quoi? Les cerveaux de... Un peu dyslexique, tu sais. Ah, d'accord. Ouais. Je suis un peu comme ça aussi, dans tous les sens. Mais déjà, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est cette idée de rêve. Et en fait, je pense que c'est une notion qui est évolutive et qui répond, elle aussi, au principe d'impermanence, à cette idée. Je me souviens de cette phrase de Lavoisier qu'on voyait dans les livres au collège. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je pense que les rêves, ça se transforme. Et effectivement, moi, j'ai eu la chance, et c'était aussi une malédiction, d'atteindre mon rêve très tôt. Et mon rêve, c'était quoi? Mon rêve, c'était de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un statut, de pouvoir m'acheter plein de choses, de briller en société, qu'on puisse me voir comme une personne attirante selon les critères en place. Je raconte souvent que j'ai grandi dans les années 80 et qu'à la maison, on regardait Dallas et Dynasty, ces deux séries américaines qui parlaient de pouvoir et d'argent. Et je regardais les films de Michael J. Fox que je louais au vidéoclub, et le message que la société me donnait, il était clair. C'était pour être heureux, il faut réussir, il faut gagner beaucoup d'argent, et là, le bonheur va venir. Et donc, j'ai essayé de cocher toutes ces cases. Et j'ai réussi à les cocher, effectivement, assez jeune, en me retrouvant avocat d'affaires à Wall Street. Mais je me suis rendu compte, en fait, que j'étais pas du tout heureux et que j'avais fait ce que j'avais l'impression qu'on m'avait dit de faire pour être heureux, mais que le résultat était pas là. S'en est suivi une énorme crise où je me suis rendu compte que l'accomplissement de mon rêve était en fait le pire de mes cauchemars, puisque j'avais jamais été aussi malheureux que depuis que j'avais accompli mon rêve. J'avais certes un pouvoir d'achat qui était incroyable, mais je me sentais torturé dans mon travail, j'avais pas de temps pour moi, je faisais des choses non seulement qui ne me plaisaient pas, mais qui allaient contre mes valeurs, et donc à plein d'égards, c'était un enfer. Et pour employer encore un autre cliché, j'étais véritablement dans une prison dorée. Et je pense que ce qui est le propre d'une prison dorée, c'est que c'est difficile, vu que c'est une prison, de s'en échapper. Parce que quand on commence à prendre goût à un certain confort, à certaines choses, on a beau savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas dans notre vie, c'est difficile de dire au revoir à ces choses-là. C'est sûr. Ouais, mais c'est devenu tellement insupportable pour moi à un moment, notamment avec mon père qui est tombé malade et qui m'a fait voir la vie, la mort de façon différente, que là c'était la goutte d'eau, et j'ai décidé de partir en quête de mon bonheur personnel. Et au début, c'était une quête qui était complètement égoïste. Et c'est seulement en découvrant comment me rendre véritablement moi heureux plus significativement que j'ai découvert une vraie passion, qui était l'étude de cette science du bonheur, l'étude de la spiritualité et le partage, la vulgarisation de toutes ces choses que j'étais en train d'étudier de façon presque boulimique. J'imagine que quand tu as fait ce voyage,
Tu as plongé évidemment à l'intérieur de toi-même à travers, on y reviendra, la méditation, mais aussi probablement à travers diverses thérapies pour comprendre aussi un certain nombre de blessures, peut-être faire un chemin d'introspection personnelle. Ah oui, mais tu sais, le chemin, c'est la chute d'Alice dans le trou du lapin. Tu sais pas jusqu'où ça va. Et je suis encore en plein dedans. Et je pense que plus tu creuses et plus tu te rends compte de choses qu'il y a. Donc ce travail d'introspection, ce travail thérapeutique, ce travail de recherche, ce travail de méditation, effectivement, je l'ai commencé il y a un moment, mais plus j'avance et plus je me rends compte de l'étendue du chantier. Et en même temps, c'est exceptionnel parce que je découvre des choses que je ne suspectais absolument pas. Je pense qu'une des choses qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est cette idée qu'on ne se connaît pas. Parce que je pense que c'est une des erreurs qu'on commet tous le plus. On est beaucoup, une majorité, à avoir l'impression de se connaître très bien. On pense qu'on se connaît parce qu'on connaît nos goûts, parce qu'on sait ce qu'on aime bien commander à manger, les films qu'on aime bien voir, les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on se connaît véritablement. Et déjà de comprendre qu'on ne se connaît pas et de se lancer sur ce chemin de la connaissance de soi, c'est une des choses les plus extraordinaires qui soient. Et puis, qui est moi, en fait, aussi? C'est cette grande question. Qui est ce moi qui parle à l'intérieur? Qui sont ces voix? Quelles sont-elles? D'où viennent-elles? C'est vrai que c'est à la fois d'une grande beauté, d'un grand mystère aussi. Oui, c'est parce qu'il y a tellement de manières de répondre à cette question. Qui suis-je? Et à chaque réponse, on a des enseignements, on a des pistes. Il y a une réponse à cette question de qui je suis qui, moi, m'a aidé particulièrement, c'est la théorie des couches du moi. Tu sais que on porte un masque qui cache un moi inférieur, qui est le résultat des blessures d'enfance, et derrière tout ça, il y a notre moi supérieur. Donc si j'applique ça à moi, je porte le masque de mec qui réussit, de mec cool, de mec spirituel. Et derrière ça, il y a mon moi inférieur. Le masque cache ce moi inférieur qui est la réalité de mon égoïsme, mon narcissisme, mon matérialisme, ma mégalomanie, enfin toutes ces choses qui sont bel et bien fortes en moi, qu'on peut appeler mon ombre, et que j'essaye de cacher avec mes masques. Et ces choses-là qui sont des réponses à des blessures que j'ai subies dans l'enfance et qu'on peut découvrir justement dans le travail thérapeutique. En l'occurrence pour moi, avoir découvert que mon père ne m'avait pas voulu ou que ma mère m'a trop couvé. Et l'idée de défaire un peu ces couches, c'est d'aller trouver le moi supérieur, qui est notre moi enfant, mais qui a été un peu blessé par la vie et qui est la partie de nous qui est capable de créativité, de compassion, d'amour inconditionnel. Et à pas confondre avec le masque, qui peut être le masque de compassion et le masque d'amour inconditionnel et le masque de tous les yogis qui regardent avec des yeux comme ça en disant namasté. Et je pense que donc qui nous sommes vraiment, nous sommes toutes ces choses, et la société, elle nous apprend à vivre derrière notre masque. Et j'avais rencontré un sage en Inde qui disait c'est mieux une vraie colère qu'un faux sourire. Et ça, c'est un des grands apprentissages pour moi de ces dernières années, c'est de dire on a tous un moi inférieur. On a tous de l'égoïsme, on a tous quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, de la jalousie, de la méchanceté. On a tous ces choses-là. Il n'y a pas des personnes qui ont un moi inférieur et d'autres qui en ont pas. Parce qu'on a tellement tendance à pointer les autres du doigt, à dire regarde, lui, il est égoïste, lui, il est radin, lui, c'est un menteur. Mais on a toutes ces choses, nous aussi, en nous. Et une des clés, je crois, de l'évolution personnelle, de l'évolution de l'humanité, c'est d'accepter notre part d'ombre, d'accepter que cette ombre fait partie de qui on est vraiment,
de l'accepter en nous pour pouvoir mieux l'accepter chez les autres, et donc pour pouvoir réussir à mieux aimer, et donc mieux faire rayonner ce moi supérieur qui est cet être fantasmé vers lequel on peut de plus en plus aller. Et c'est vrai que quand on parle du coup de moi inférieur et de moi supérieur, aujourd'hui, et je comprends tout à fait la sémantique de ces mots, et on n'a pas forcément à y attacher d'importance, mais ça voudrait dire qu'en fait, il y a un moi quelque part qui est sale, qui est mal, et qui sera éradiqué, et un moi qui serait lumineux. Alors qu'en fait, comme tu le dis bien, on a tout à accueillir en nous. Et c'est ça notre pleine humanité aussi. Absolument. Mais je pense que, donc déjà, c'est une traduction de lower self et higher self, mais je pense que on peut le voir aussi en termes de fréquence. Je pense qu'on parle souvent de fréquence, de quelle est la fréquence de cette personne ou de ce texte, et on va dire que quand il y a de la haine ou quand il y a de la domination, on va parler de basse fréquence, et quand il y a de l'amour, de la compassion, on va parler de haute fréquence. Mais c'est vrai que l'idée, c'est surtout pas de dire que le moi inférieur, on doit pas l'avoir, au contraire, on doit apprendre à l'embrasser. On doit apprendre à lui donner de l'amour. Le penseur américain Matt Kahn, il a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit en anglais « Whatever arises, love that ». Quoi qu'il advienne, donne de l'amour à ça. Si tu as de la peur qui montre le bout de son nez, tu donnes plus d'amour. Si tu as de la colère qui surgit, c'est une opportunité de te donner de l'amour. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à embrasser cette partie de nous plutôt que de la fuir. Ce serait quoi, toi, aujourd'hui, ta définition du bonheur ? Est-ce qu'elle a évolué dans le temps ? C'est une bonne question. La première réponse que je donnerais, c'est... Je pense que le problème qu'il y a avec cette notion de bonheur, c'est que c'est une notion qui est éminemment subjective. Qui peut vouloir dire plein de choses différentes pour plein de personnes. Ce qui va te rendre toi heureuse en termes d'activité, en termes de goût, de préférence, c'est pas forcément la même chose que ce qui va me rendre moi heureux, ou ce qui va rendre heureux Pierre-Marie qui est avec nous pour enregistrer ce podcast. En revanche, ce qui va nous réunir tous les trois, c'est ce qui va nous empêcher d'être heureux. Donc l'absence de bonheur, la souffrance, elle est totalement universelle. Sans savoir si toi et Pierre-Marie, vous préférez marcher seul en montagne ou aller faire la fête avec 50 personnes, je sais que ce qui vous empêche d'être heureux, c'est tout ce qui est pensée, émotions négatives, telles que la colère, la peur, la tristesse, le stress, la jalousie. Ça, c'est universel, la souffrance. Et ça, c'est ce qu'avait dit Bouddha parmi d'autres, mais c'est une des choses qu'on attribue à Bouddha. Et donc, pour avoir une définition qui est peut-être pas sexy, mais qui est en tout cas utile du bonheur, on peut tout simplement définir le bonheur comme l'absence de souffrance. Tout moment où je suis pas en stress, en colère, en tristesse, c'est un moment de bonheur. Et ce que ça vient souligner, ça aussi qui est intéressant et qu'on retrouve dans pas mal d'enseignements spirituels, c'est que la neutralité, en fait, c'est du bonheur. Le bonheur, c'est pas ce que nous dit la société. Nous dit le bonheur, c'est le plaisir. Le bonheur, c'est le shoot de dopamine, c'est la série Netflix super, c'est ce gâteau délicieux, ou alors c'est cette drogue, ou c'est l'achat de cette nouvelle voiture. Que le bonheur, c'est ça. Une forme de compulsivité, oui. Oui, une forme de compulsivité, et aussi dans le plaisir, il en faut toujours plus. Il y a effectivement une démarche addictive, la démarche addictive voulant qu'il nous faut toujours une plus grande dose. Le bonheur, c'est pas le plaisir. Le plaisir peut donner du bonheur, et c'est très bien, et ça veut pas dire qu'il faut fuir le plaisir, mais il y a une autre forme de bonheur qu'on peut appeler la joie. Et la joie, c'est ce que Eckhart Tolle il définit comme, en anglais, il dit « the simple joy of being », la simple joie d'être.
Et au début, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais déjà, tu te fous de ma gueule. Enfin, comme ça, la simple joie d'être. Arrête, quoi. Enfin, donne-moi un pétard. Montre-moi un bon match à la télé. Genre, c'est la simple joie d'être. C'est pas le bonheur, ça. Et ce qui est fantastique dans cette voie, c'est quand on se rend compte qu'on peut éprouver un bonheur véritable de la simple joie d'être si on apprend justement à muscler son attention, si on apprend à changer un peu la posture de sa conscience, au-delà notamment et principalement évidemment de... Wow, j'ai mis 3 adverbes l'un à la suite de l'autre. Pas mal. de la pratique de la méditation. Cette joie d'être, elle pourrait se ressentir où, comment, à l'endroit du corps? Elle se ressent, je crois, justement dans tout le corps. Elle se ressent dans une légèreté du corps. Elle se ressent au travers de la respiration. C'est quelque chose qu'on cultive, c'est comme un muscle de réussir à cultiver cette joie. Mais c'est très difficile à expliquer pour quelqu'un qui n'est pas méditant. D'ailleurs, c'est un des problèmes de la méditation qui est... on peut vendre les bienfaits de la méditation en disant ça rend plus heureux, ça diminue le stress, ça augmente la créativité. Mais on ne peut pas véritablement décrire les bienfaits, ce que ça fait, mettre des mots dessus. Quelqu'un qui n'a jamais eu une expérience sexuelle ou qui n'a jamais mangé un gâteau au chocolat ou qui n'a jamais vu un coucher de soleil, je peux mettre tous les mots que je veux pour expliquer cette expérience. Ça n'arrivera pas à la cheville de ce que c'est véritablement cette expérience. Je ne peux pas mettre des mots sur l'expérience. Et pour la méditation, c'est la même chose. Donc c'est très difficile de mettre des mots sur cette joie. On peut dire plénitude, on peut dire sérénité, on peut dire légèreté, mais tout ça, je crois, ne capture pas bien le sentiment de pleine connexion qu'on peut avoir véritablement quand on arrive à remettre le mental à sa place d'objet et quand on arrive à connecter pleinement à son corps et à être vraiment ici et maintenant. On ne peut qu'y goûter, en fait. C'est ça. Mais comme la plupart des expériences de vie. Et pourtant, quand on la voit, on sait la reconnaître. Par exemple, chez l'autre, quand on voit la joie des enfants, absolument. On sait la reconnaître. Oui. Ou la joie de certains adultes. Je ne dis pas qu'il n'y a que les enfants qui sont en joie, mais c'est vrai que cette joie de la pleine présence, on la voit chez les tout-petits, par exemple. Oui, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas encore... parce que chez les tout-petits, justement, leur disque dur mental, il est encore assez léger. Il n'y a pas encore énormément d'histoires de leur vie sur quelles sont leurs opinions, quelles sont leurs croyances, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Il y a du langage, mais ça reste encore limité. Et donc ce langage ne vient pas empêcher la présence. Mais plus j'apprends des mots, plus j'apprends des concepts, plus je suis capable de tisser des histoires dans ma tête sur le monde et sur ma vie, plus je me coupe de cette présence et de cette joie de vivre naturelle. Et plus justement je vais avoir besoin de travailler pour savoir comment y revenir. Justement, dans ton livre, tu parles des concepts clés du bonheur versus nos croyances, la pensée automatique versus la pensée libérée. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu plus, Jonathan ? Oui, bien sûr. Un concept, c'est une idée dont on peut se servir ou ne pas se servir. Une croyance, c'est un concept qu'on a intégré à son moi-histoire, à son ego, au disque dur mental. On y a rajouté le concept de moi. Donc, si je donne un exemple, je peux prendre le concept que c'est vraiment pas idéal de manger de la nourriture qui est issue de la souffrance. Donc ça, c'est un concept que je peux décider d'appliquer ou de pas appliquer. Si je suis chez ma vieille tante et qu'elle me sert un plat et que je sais que la nourriture est peut-être issue de souffrance,
je vais peut-être décider de quand même la manger parce qu'il y a l'autre concept qui est pas vexer ma tante. La croyance, ça va être par exemple, je suis végétarien. Je suis un méditant. Je suis un yogi. C'est la croyance, c'est quelque chose qui devient rigide. C'est une étiquette qu'on se met, cette croyance? Absolument. Enfin, oui. De par nos histoires. Hein. Oui, c'est une étiquette qu'on se met, et parce qu'on cherche absolument à... L'ego, c'est la vague dans l'océan qui va absolument se distinguer des autres vagues. Donc pour me distinguer des autres vagues, je dois renforcer l'histoire de ma vie, mes croyances. Donc plus j'ai de croyances, plus j'ai d'opinions, plus j'ai de souvenirs, plus j'ai de goût, plus j'ai une histoire qui est forte. Donc ce que veut le mental, ce que veut donc ce que j'appelle le moi-histoire, c'est accumuler ces croyances. Moi, je suis quelqu'un comme ci, moi, je suis quelqu'un comme ça. Et toutes ces choses, évidemment, elles empêchent la présence. Moi, par exemple, j'avais la croyance avant, je suis végétarien. Je me suis retrouvé dans une situation comme celle que je te décrivais avec une tante. Là, c'était avec des amis de mes parents qui étaient vieux et qui m'ont servi de la viande. J'en avais pas mangé depuis des années. Et j'ai décidé de faire en sorte qu'à ce moment-là, que ça soit pas une croyance. C'est pas non, je suis végétarien donc je ne mange pas. C'est là, je privilégie le concept donc j'essaie d'être plus présent en fonction des circonstances qui sont là. Et l'idée, c'est que plus je suis capable de diluer ces croyances, plus je vais être ouvert à la magie de l'instant présent. Maintenant, c'est pas peut-être que cet exemple sur le végétarisme n'est pas forcément le meilleur, mais je pense qu'il y a énormément de choses dans la vie où on va dire, moi je suis quelqu'un qui préfère lire plutôt que de regarder un film, ou moi je préfère les documents, je suis quelqu'un qui préfère les documentaires à la fiction. Moi, quand je vais dans ce restaurant, enfin, c'est des choses, en fait, plus on a des croyances, plus on est en pilote automatique et plus on passe à côté de l'instant présent. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, dans le temps, la croyance se fige d'une certaine manière. On ne sait plus vraiment pourquoi on est avec cette étiquette. Là, c'est vrai que l'exemple sur les végétariens, il n'est pas évident. Moi, je vois que j'ai une de mes filles qui est végétarienne, alors que moi, je ne le suis pas, qui l'est depuis qu'elle est enfant. Donc, elle n'a pas eu un exemple familial. Donc, il y a quelque chose de quand même assez... on pourrait dire presque inné, qui semble pas, en tout cas, de l'ordre de l'acquis, même si en creusant, il y a sûrement des mémoires, etc. Maintenant qu'elle est plus grande, elle l'exprimait l'autre fois en disant « c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, elle réinterrogeait sa croyance. Elle dit finalement maintenant, avant tout, c'était au départ la conscience animale, mais maintenant, c'est devenu par goût et par habitude. Donc elle re-questionnait sa croyance elle-même. Je trouvais ça intéressant parce que c'est typiquement là ce que tu es en train de décrire, de ne pas rester forcément figé sur quelque chose, une étiquette qu'on s'est collée. Non, c'est pas évident, mais c'est sain de remettre en cause les croyances. Et encore une fois, ça non plus, il ne faut pas en faire une croyance. Ça aussi, c'est qu'un concept. Ça veut dire, si je dis il faut remettre toutes les croyances en cause, peut-être qu'il y en a pour lesquelles c'est bien d'avoir certaines croyances. Et c'est ça toute l'idée, en fait, c'est dans quelle mesure... Parce que on a un outil qui est incroyable, qui est l'outil le plus puissant de l'histoire de l'humanité, qui est notre habileté à raconter des histoires. Donc on se raconte des histoires sur nos vies, sur le monde. Et ces histoires, elles peuvent être extrêmement utiles, elles nous permettent de collaborer, de créer des choses exceptionnelles, mais parfois elles nous limitent. Et si on donne trop de force à ces histoires, on peut justement se limiter. Moi, j'ai la croyance qu'il faut méditer tous les jours. Mais parfois, et ça c'est récent, je me suis permis justement je saute un jour aujourd'hui. Je vais pas, alors bon, ça peut paraître peu de choses, mais je pense que c'est aussi, et ça revient, c'est aussi à un autre concept qu'on retrouve beaucoup dans la démarche spirituelle, qui est le concept d'équilibre. Il n'y a aucune vérité absolue. Et il semble que de réussir à évoluer, c'est aussi réussir à trouver un bon équilibre. C'est comme si on revient à ce dont on parlait sur le moi inférieur, le moi supérieur.
moi j'ai tendance à me mettre en colère. J'ai de la colère en moi. J'ai pas la croyance que c'est terrible et mauvais, il faut pas se mettre en colère. Bien sûr, c'est pas idéal. Et bien sûr, je préfère quand je suis serein et quand je m'énerve pas. Mais je comprends aussi que j'ai des blessures, je comprends aussi que y a tout un processus de guérison. Et je comprends aussi que parfois, il y a une colère qui peut être un peu saine, qui a besoin de sortir, et que c'est des aspirations de mon ego d'arriver à une sorte de stade d'évolution spirituelle dans lequel j'aurai plus de colère. Donc là aussi, ça va être trouver le bon équilibre. C'est ça. Tu as parlé à plusieurs reprises du mois histoire, et tu en parles du mois présent et du mois histoire que tu as déjà introduit dans ton ouvrage précédent, il me semble. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ces 2 mois dont tu parles, comme ça on sera clair aussi par rapport à ça? Oui, absolument. Le mois présent, c'est le mois qu'on partage avec tous les autres animaux. C'est notre mois animal, c'est le mois qui vit sa vie à l'instant présent, qui vit sa vie au travers des 5 sens, qui vit sa vie moment après moment. Le mois histoire, c'est notre mois typiquement humain, et qui, lui, vit exclusivement au travers du langage. Et alors que le mois présent ne connaît que le présent, le mois histoire, lui, ne connaît que le passé et le futur. Parce que le langage est capable que de nous parler du passé et du futur. La seule partie de nous qui a accès à l'instant présent, c'est notre moi présent. Parce que l'attention humaine est telle qu'on ne peut pas faire véritablement 2 choses en même temps. Si je suis en train de regarder un coucher de soleil et que je dis ce magnifique coucher de soleil que je suis en train de regarder ici et maintenant, je l'adore, je ne suis pas en train de parler du présent, je suis en train de parler du passé très, très proche. Je ne peux pas être en même temps en train d'être dans l'instant présent, de percevoir, et en même temps être en train d'interpréter et d'être dans mon moi histoire. Et donc toute l'idée, c'est que l'attention humaine passe constamment du moi histoire au moi présent, du moi histoire au moi présent. Sauf que vu que le moi histoire est compulsif, vu que le moi histoire crée des dizaines de milliers de pensées chaque jour, qu'il n'y a pas de bouton off sur le mental, il y a un match qui est totalement inégal entre le moi histoire et le moi présent. Ce qui fait que notre accès à l'instant présent, en fait, est extrêmement limité. On entend beaucoup dire il faut être là, ici et maintenant, il faut être dans l'instant présent, mais comme si on pouvait se réveiller un matin et dire je vais être présent aujourd'hui. Mais le mental, qui est un synonyme de notre moi histoire, il permet pas de ça, parce qu'il s'arrête pas de commenter, tel un commentateur sportif, de commenter la vie. Lui je l'aime pas, lui c'est un con, elle c'est une fille chouette, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, tiens hier il s'est passé ci, il s'est passé ça, ça n'arrête pas. Il faut apprendre à se servir du mental, sinon il ne s'arrête jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on a du stress, c'est pour ça qu'il y a des dépressions, c'est pour ça qu'il y a des suicides, c'est pour ça qu'il y a tous les problèmes qui existent aujourd'hui. Et le travail de développement spirituel, de développement personnel, c'est un travail de remettre le moi histoire à sa place, d'objet, et de redonner sa place au moi présent, à notre moi animal. Eckhart Tolle, il dit la magie de la vie, l'amour, la créativité se trouve dans l'espace entre la perception et l'interprétation. Donc mon moi présent perçoit et mon moi histoire interprète. Un test qu'on peut faire, et j'aime bien toujours cet exemple de coucher de soleil, c'est je regarde un coucher de soleil magnifique, combien de temps avant que mon moi histoire vienne mettre des étiquettes, vienne dire beau, pas beau, comme hier, pas comme hier, couleur, etc. Parce que à partir du moment où je qualifie, à partir du moment où j'interprète, je suis déjà plus en train de le percevoir. Une question que j'aime bien poser aux gens, c'est combien de temps il te faut quand tu vois un magnifique coucher de soleil pour savoir que ça va faire une photo incroyable que tu vas pouvoir mettre sur les réseaux sociaux? Et combien de temps il te faut, Anne, quand tu vois un coucher de soleil pour savoir que ça va faire une photo incroyable? Très peu de temps, oui. Un dixième de seconde. Ouais, même ça. pas, peut-être un centième de seconde. Ça veut dire que tu as vu, que déjà tu sais. Et donc tu peux avoir vu le coucher de soleil pendant un dixième de seconde, que déjà tu es en train de le commenter, déjà tu es en train de dire comme il est exceptionnel,
ça se trouve, tu es déjà en train de le prendre en photo. Mais en fait, combien de temps il te faut véritablement pour voir les couleurs, pour percevoir, pour voir la texture, pour vraiment t'imprégner de ce coucher de soleil? Il te faut beaucoup plus qu'un dixième de seconde. Il te faut quelques minutes. Et on a perdu cette habileté. Parce que à partir du moment où j'ai vu le coucher de soleil, je sais qu'il est magnifique, que je l'ai rajouté à l'histoire de ma vie dans mon disque dur intérieur, que je peux me satisfaire du fait que je l'ai vu, je suis déjà en train de passer à autre chose. J'ai coché la case. Sauf qu'en fait, le coucher de soleil, je l'ai jamais vraiment vu. Et toute notre vie, c'est ça. Et un autre exemple, c'est quand je vais au musée. Moi, j'allais beaucoup au musée quand j'étais plus jeune et quand c'était possible d'aller au musée. Une autre époque, donc. Une autre époque. Hélas. Pardon ? Hélas. Oui, hélas. Et mon moi histoire adorait avoir plein de connaissances sur tel artiste et telle période et je passais dans une galerie et je disais ça j'aime pas, ça me rappelle tel peintre, oh là là, ça ressemble à Braque, ça ressemble à Jasper Johns, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Mon moi histoire était en furie en fait. Et c'était à chaque fois ce truc du dixième de seconde, je voyais des toiles et j'étais capable de parler dessus pendant des heures. Mais à peine je les percevais que déjà j'étais en train de les interpréter, mais en vérité je les percevais pas vraiment. Et donc j'arrivais à la fin d'une expo, j'avais tout vu, je pouvais cocher la case de j'ai tout vu, mais en fait j'avais rien vu du tout. Et quand j'ai compris ça, maintenant je vais au musée complètement différemment. Ça veut dire quand je vais au musée aujourd'hui, je rentre dans une salle, je scanne, sur la quinzaine de toiles disons qu'il y aura dans une salle, j'en choisis une, et je vais me poster devant et je reste 5 minutes devant. Pas 30 secondes ou 15 secondes. Je reste 5 vraies minutes. Et 5 minutes, c'est long. Et j'entends mon mental me parler, me dire c'est pas beau, c'est comme si, je me demande si ça, tiens, viens, on va voir les autres et tout. Et c'est tout le travail de méditation de ramener l'attention à l'instant présent, à ce que je suis en train de regarder, à ma respiration, de véritablement essayer de percevoir cette toile, de percevoir l'intention de l'artiste, de percevoir sa vibration, de vraiment être là, parce c'est une rééducation. Et cette présence naturelle qu'ont les enfants dont tu parlais tout à l'heure, on la perd. Et c'est comme un labyrinthe et il faut apprendre à y retourner. Et ça demande un travail, et ça demande de la musculation de l'attention, et ça demande de comprendre que nous ne sommes pas notre moi-histoire. Nous ne sommes pas l'histoire de notre vie. C'est un outil dont on peut se servir, mais qui va se servir de nous si jamais on prend pas garde, et si jamais on sait pas. Il y a, je sais plus je joue pas au poker, mais je sais plus où, c'était un film peut-être où j'avais vu cette histoire des personnes qui sont à une table de poker et il y a toujours un pigeon, et si tu sais pas qui est le pigeon, c'est que c'est toi le pigeon. Et il y a un peu ce truc-là avec le moi-histoire, c'est si tu sais pas que tu es en train de te servir de ton moi-histoire, alors c'est ton moi-histoire qui est en train de se servir de toi. Et pour en revenir à la première question que tu me posais, moi mon moi-histoire, il me disait quand j'étais jeune, il faut que tu réussisses, il faut que tu aies plein d'argent, il faut qu'on te regarde et qu'on fasse des A et des O, c'est comme ça que tu vas pouvoir draguer des filles, etc. Il faut que tout le monde trouve que tu es génial et je me suis rendu compte en fait que cette histoire, mon mental, était un tyran et qu'il avait aucune idée en fait de comment j'allais être heureux et que être heureux, c'était pas ça. Et pour revenir donc à ton autre question sur la définition du bonheur, c'était de comprendre que le bonheur, c'est pas de savoir combien de personnes valident l'histoire de ma vie. Parce que quelque part, c'est ça la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de ma vie? C'est ça les réseaux sociaux. Regardez ma vie. Combien de likes? Est-ce que vous validez? Est-ce que je suis populaire? Parce que si vous validez l'histoire de ma vie, alors c'est que ma vie, elle vaut le coup d'être vécue. Mais non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas de savoir combien de personnes sont d'accord avec mes choix ou combien de personnes sont envieuses de ma vie. Et là, peut-être, je peux arriver à une autre définition du bonheur pour... Tu vois, en fait, je réponds à toutes les questions que tu m'as posées. Le cerveau en arborescence, j'y reviens. Exactement. Et te dire une définition, pour le coup, plus sexy que le bonheur, c'est l'absence de souffrance.
dire le bonheur, c'est savoir aimer. Le bonheur, c'est dans quelle mesure est-ce que je suis capable de mieux apprendre à aimer, mieux apprendre à me donner de l'amour à moi, mieux apprendre à donner de l'amour aux autres. Ou même le goûter, parce que si on pense déjà à apprendre quelque chose, est-ce qu'on n'est pas en train de penser le sentiment et de ce qui se goûte encore à l'intérieur, tu vois? C'est vrai qu'on essaie l'avocat, il va te répondre, ça dépend comment tu définis apprendre. Ouais. Et si tu définis et donc si tu définis apprendre comme pratiquer, alors tu peux le définir comme ça sans que ça devienne trop mental. Par exemple, j'apprends à aimer quand je prends un Uber et qu'au lieu d'être sur mon téléphone, à encore regarder mon feed Instagram et regarder combien j'ai de likes ou alors aller regarder du contenu débile, je connecte avec la personne, l'être humain qui est avec moi. Parce que ce que la société nous apprend et ce que le conditionnement nous apprend, c'est que je donne de l'amour aux personnes qui me sont proches, et puis le reste, je donne pas de l'amour. L'amour, c'est pas pour tout le monde. Et un des apprentissages de la voie du bonheur, c'est non, l'amour, c'est pour tout le monde. C'est Osho, je crois, qui disait aimer, c'est comme vendre des chaussures. Tu te poses pas la question à qui tu vends des chaussures. Si tu aimes tout le monde, tu aimes tout. C'est pas tu aimes. Eric Fromm, dans l'art d'aimer, il dit on sait pas aimer inconditionnellement. On aime conditionnellement. Je t'aime si tu es gentil avec moi, je t'aime si tu es beau, si tu es cool, si tu es... En revanche, si tu me parles mal, si tu m'aimes pas, je t'aime pas. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la transaction. À partir du moment où il y a une condition à mon amour, c'est pas de l'amour. Et c'est ça qu'on veut dire par l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Et moi, c'est pour ça que dans ma méditation quotidienne, j'essaye, par exemple, d'envoyer de l'amour à Donald Trump. C'est parce que j'ai quelque chose en moi qui résiste énormément à Donald Trump. Il y a quelque chose en moi qui déteste Donald Trump. Et je me rends compte que ça veut dire que j'ai de l'amour conditionnel. Et je me dis que si j'arrive à me convaincre à voir l'enfance que ce mec a eue, à voir les blessures qu'il a eues, à l'imaginer comme Tara Brach, l'auteur Tara Brach dit, imaginer les tyrans quand ils étaient enfants. Essayer d'imaginer Hitler quand il était bébé ou quand il était enfant. Essayer, parce que le travail d'amour, c'est d'essayer d'aller retrouver la bonté qu'il y a en chaque personne, même les personnes qui ont le plus été corrompues par la haine, par l'exclusion des autres. Je vais dans tous les sens. Ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé cette fois, cette expérience. Il y avait eu cette tuerie en Norvège il y a peut-être une dizaine d'années, sur une île avec des jeunes. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode. Et j'étais en train de faire de la course à pied. Et d'un seul coup, j'ai eu alors évidemment, j'étais comme tout le monde, absolument horrifiée par cet acte. Ça me chamboulait, j'étais bouleversée, j'étais pas bien. Et puis d'un seul coup, j'ai senti comme une grande vague d'amour, malgré moi, envers cet homme, ce tueur. Et c'était extrêmement gênant pour moi de ressentir ça. Je me disais, mais comment est-ce possible, en fait, d'envoyer de la compassion et de la vibration? Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dépassée à ce moment-là. C'était même pas quelque chose que j'ai essayé de faire. Et c'était ça le plus saisissant dans cette histoire, c'est que ça a été presque comme une espèce d'abandon à une forme de grâce qui m'a traversée, de pouvoir toucher à ça, c'est-à-dire envoyer de l'amour et être en compassion et en totale empathie avec un être qui dans ses actes, était un monstre aux yeux du monde. Et c'est vrai que c'est extrêmement troublant. Waouh, c'est trop beau comme histoire. Oui, tu me fais penser à ça en parlant de Trump et Hitler, parce qu'évidemment, personne n'a envie d'envoyer de la compassion à ces gens-là. C'est une évidence. Et pourtant, si on veut apprendre à aimer, c'est à eux qui font qu'on envoie de l'amour. Parce que c'est facile d'envoyer de l'amour à ma petite amie qui est trop mignonne avec moi, ou à mes amis qui sont adorables. Ça c'est rien. Ça c'est trop facile. Mais est-ce que je peux envoyer de l'amour à la personne qui me marche sur le pied, à la personne qui me crache à la figure, à la personne qui est... Parce que c'est là qu'on voit véritablement dans quelle mesure on est capable d'aimer. Ouais, il y a peu de choses qui m'impressionnent plus que l'histoire de Nelson Mandela. Et
Et Mandela qui sort d'emprisonnement pendant des décennies, non ? Et qui va pardonner, et qui va donc donner de l'amour aux personnes qui l'ont enfermé, qui lui parce que, et ça c'est, et comment il fait pour arriver à ça ? Il fait ce que Erich Fromm explique être la clé de l'amour. Et je pense que ça, c'est une des phrases les plus puissantes auxquelles j'ai été exposé ces dernières années. C'est comment est-ce que je passe du jugement à la compassion ? Comment est-ce que, au lieu de juger, j'essaye de comprendre ? Du jugement à la compréhension. Il faut une discipline pour ça, Jonathan ? Ah bah oui, c'est un muscle. C'est un muscle. Quand je me fais traiter de connard par quelqu'un, pour arriver à comprendre cette personne, plutôt que de la juger, il faut que je muscle ça. Comme si je veux soulever beaucoup de kilos, il faut que je m'entraîne. Ça vient pas. Alors peut-être qu'il y a certains êtres magiques à qui ça vient naturellement, mais c'est un entraînement. Et puis on sait aussi que quand tu fais l'étude neurologique de la méditation, tu vois que les méditants confirmés ont un néocortex préfrontal qui est plus développé. Comme chez Mathieu Ricard. Et un cerveau mammifère reptilien, le cerveau de survie, qui est composé notamment de l'amygdale, du système limbique, qui est moins fort. Et le néocortex préfrontal est la partie responsable de la compassion, de l'amour, de la créativité. Donc il y a même quelque chose de mécanique. Plus je médite, plus je pratique la compassion, plus je renforce la capacité de mon cerveau à la ressentir naturellement. C'est ça aussi la neuroplasticité. Mon cerveau évolue en fonction de la manière dont je m'en sers. Donc effectivement, si je passe ma journée à me plaindre, si je passe ma journée à dire que lui c'est un con et que elle est débile et tout, je peux peut-être avoir des états de grâce, mais ça sera des énormes exceptions. En revanche, je peux avoir l'intention. Oui, et encore, je précise quand même que dans l'histoire que j'ai relatée, j'étais pas impliquée dans la situation. Oui. Je précise bien, parce que évidemment que tu imagines tes propres enfants ou ta propre famille sur place, c'est plus forcément la même histoire de cette grâce qui te saisit comme ça. Évidemment, mais elle vient aussi à des personnes qui sont les parents de victimes, et il y a beaucoup de documents là-dessus. Mais ça, le fait que ça te soit arrivé, moi, ce que je suppose, c'est que il y a un travail derrière. C'est que ça t'est pas arrivé de nulle part non plus. C'est qu'il y a un travail derrière pour essayer de comprendre la nature humaine, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à être méchant, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à éprouver de la haine, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à pratiquer la violence. Oui, parce que je reconnais forcément tout ça en moi, dans mon humanité, même si après on va dire « ah oui, mais c'est pas dans les mêmes proportions, etc. » Mais on voit bien comme les blessures peuvent nous conduire à faire des choses X ou Y qu'on ne souhaite pas, mais qui agissent à travers nous, évidemment. Et c'est que les blessures même, qu'on peut dire, qui nous poussent à ça, qui nous poussent à commettre des choses horribles. Et aujourd'hui, toutes ces blessures, elles mènent au niveau global à des conflits, à la destruction de la planète, à des exclusions, des choses terribles. Et ce dont on a besoin là, si on n'a pas envie que ça soit la fin de notre espèce et que ça soit pas aussi la fin de la planète, c'est qu'on évolue. Et évoluer, c'est apprendre justement à passer. Tout à l'heure, j'ai dit du jugement à la compassion, mais c'est du jugement à la compréhension. La compréhension étant ce qui va permettre de ressentir la compassion. Mais dans quelle mesure est-ce que, au lieu de taper, je suis capable de comprendre ? Parce que juger, c'est ce qu'on fait naturellement, c'est ce que fait le moi histoire naturellement. C'est notre cerveau en mode reptilien, mammifère, survie, qui juge, qui dit « toi, tu es différent de moi ». Et Eckhart Tolle, il dit « aimer, c'est se reconnaître en l'autre ».
Et c'est exactement ce que tu disais par rapport à ce tueur. Dans quelle mesure est-ce que je suis capable de voir que cette chose fait partie de l'ombre de l'autre fait aussi partie de mon ombre à moi? Quand quelqu'un est radin, au lieu de dire « regarde comme lui il est radin », dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'avoir de la compréhension par rapport à cette personne, me dire que peut-être elle a manqué, qu'il y a de la peur chez cette personne, que cette peur elle vient de telle ou telle expérience, que je peux voir que chez moi aussi il y a de la peur qui mène vers telle et telle chose, et qu'au lieu de l'accabler, je vais dire je comprends ce qu'il y a. Et au lieu de pointer du doigt, je tends la main, je donne de l'amour. Dans ta vision des choses, on sent qu'il y a aussi... tu parles beaucoup de l'amour, mais tu parles aussi de l'humour. C'est important pour toi de ne pas se prendre finalement tant que ça au sérieux dans tout ça, dans tout aussi ce travail et ce chemin d'évolution? Bah oui, je pense qu'il y a tellement de gens qui voient ce travail comme quelque chose d'un peu sérieux et d'un peu chiant, pour tout dire. Moi, je faisais la fête, beaucoup, je prenais des drogues, j'avais une vie qu'on pourrait qualifier un peu de rock'n'roll, hein. J'allais aux quatre coins du monde, essayer de trouver les meilleures fêtes, de Burning Man à Ibiza, en passant par le Sri Lanka. J'ai été dans des trucs vraiment extrêmes, justement, à la recherche de plaisir, à la recherche de rigolade pour, entre guillemets, déconner. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette voie spirituelle, elle pouvait être aussi déconnante et marrante, et ça n'a pas besoin d'être chiant. Et que quelque part, de parler de ça comme ça, il y a beaucoup de personnes à qui ça aide pour rentrer sur ce chemin. Moi, mon père, il m'a une des choses qui a été un legs, c'est de me dire qu'il n'y avait pas de haute et de basse culture. Il pouvait me parler de la poésie de Lewis Carroll, et puis juste derrière m'emmener voir un film de Jean-Claude Van Damme. Il pouvait me parler de Nietzsche, et derrière danser sur Madonna et Donna Summers. Que tu cites dans ton livre, tiens, d'ailleurs. Oui. Pour Madonna. Oui. Madonna, Donna Summers, j'ai pas vu. Oui, parce que je pense que c'est il n'y a pas de haute et de basse culture. Et je pense que c'est important. Je veux dire, il y a des pour moi, un film comme Kung Fu Panda, dont je parle beaucoup dans mes bouquins, un film comme Matrix, ou un film comme Un jour sans fin avec Bill Murray, c'est des films, ça fait partie de la culture populaire, mais c'est des monuments culturels, qui ont une profondeur. Et puis il y a énormément d'autres films comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller... on n'est pas obligé de lire Krishnamurti pour être sur un chemin, parce que Krishnamurti, c'est pas accessible pour tout le monde, je trouve. Ou Teilhard de Chardin, oui. Pardon ? Ou Teilhard de Chardin, enfin des intellectuels, des penseurs. Oui, ou ça peut être un peu chiant. Et un peu pas accessible pour tout le monde, et je peux comprendre pourquoi on voit ça comme élitiste. Et donc quand il y a un film comme Kung Fu Panda qui arrive, qui est vraiment universel, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme film de plus universel que ce film qui est adressé aux enfants, mais qui marche à plusieurs niveaux avec les parents, et qui est truffé de perles, de sagesse, de spiritualité, qui est profond, tout en étant distrayant, fun, et moi je veux que la spiritualité elle soit comme ça, parce que c'est de cette façon-là qu'elle va toucher le plus de gens possible, et c'est en touchant le plus de gens possible qu'on va changer le monde, et qu'on va sortir des crises dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. Est-ce que le monde a besoin de nous d'ailleurs pour être changé ? Ça dépend quel monde. Bah oui, quand tu dis pour changer le monde, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce changer le monde ? Oui, je pense que là, je parle peut-être au niveau de notre espèce. Je pense que si on continue comme on est en train de faire, on va vers la destruction de l'espèce. La planète, il y a les destructions évidemment de beaucoup d'autres espèces. L'écosystème, oui. De l'écosystème. Maintenant, la planète elle-même, je veux dire, en tant que telle, elle n'est pas en danger. On parle beaucoup de la planète est en danger. La planète, elle n'est pas en danger. Je veux dire, même s'il y a du réchauffement climatique, que toutes les espèces meurent, la planète, elle est toujours là.
C'est pas. Et puis il va y avoir toutes sortes d'organismes qui vont survivre et qui vont bien se porter. Ce qui est en danger, c'est les espèces qu'on connaît aujourd'hui et puis la nôtre. Donc quand je parle de changer le monde, je parle, oui, notre monde d'être humain, de notre espèce qui est en train de changer un petit peu tout. Je pense que on est quand même une espèce à part, parce que on a cette capacité de langage, on a cette capacité de coopération, on a cette capacité, on est capable du meilleur comme du pire, et on a une capacité d'amour qui est incroyable. Et pour revenir à ta question sur l'humour, j'ai entendu un sage en Inde dire, parce que c'est quoi la vie? C'est à quoi ça sert? Pourquoi on est là? Et la réponse qu'il donnait, et qui moi me parle beaucoup, c'est tout un vaste jeu. C'est un jeu. C'est un jeu que la conscience joue avec elle-même. Si on rentre dans des considérations un peu plus mystiques, c'est l'idée que la séparation est une illusion. Pour revenir à l'image de l'océan et des vagues, on a l'impression d'être des vagues dans l'océan. Il y a la vague Anne, il y a la vague Pierre-Marie, il y a la vague Jonathan, mais en fait non, on est l'océan. Il y a une seule conscience. Là, dans la cabine de studio dans laquelle je me trouve, il y a 2 ampoules, et j'en vois une juste à l'extérieur, une troisième. Je peux dire, c'est 3 ampoules qui sont différentes, c'est 3 entités distinctes. Mais si je regarde l'électricité qui alimente ces ampoules, elle n'est que 1. La source est la même. C'est ça. Il y a une unité. Et je crois que nous, notre espèce, on a cette possibilité d'arriver vers cette unité, d'arriver vers une ère d'amour, vers une ère de compréhension, une ère où, au lieu de voir les différences qu'il y a les uns entre les autres, on va voir ce qui nous relie. On va apprendre à mieux aimer. Et donc, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on gagne le jeu, parce que je suis compétiteur et que j'aime gagner. Et donc, pour gagner, pour changer le monde, pour reprendre cette expression, il faut apprendre à être plus présent, à mieux aimer, à moins pointer l'autre du doigt, à moins juger. Alors justement, si dans tes antisèches, tu parles d'affronter ses peurs pour rendre la vie magique, comment est-ce que tu as fait, toi, ou comment est-ce que tu fais pour affronter tes peurs? Déjà, il faut les observer, il faut en avoir conscience de ces peurs. Donc, c'est bien d'apprendre à mieux se connaître et d'être honnête avec soi-même. Et en ça, pour moi, le travail thérapeutique m'a beaucoup aidé, mais le travail chamanique aussi m'aide beaucoup. Et ensuite, c'est comprendre que la peur fait partie de l'expérience humaine, qu'on va toujours ressentir de la peur. Et à nous de voir ensuite quelles peurs valent le coup d'être nourries. Si j'ai peur de traverser l'autoroute sans regarder à droite et à gauche avant de traverser, c'est une peur qui vaut le coup d'être nourrie. Mais si j'ai peur d'aller parler en public parce qu'on risque de me trouver ridicule, ça, c'est pas une peur qui vaut le coup d'être nourrie. Parce que si on me trouve ridicule, c'est pas grave, mais au moins je vais apprendre et puis je vais pas en mourir. Et puis la fois d'après, je serai capable de mieux parler en public, et puis peut-être que ça me permettra de partager un message qui vaut le coup d'être partagé. J'aime bien penser en termes binaires, en opposition conceptuelle. J'aurais eu tendance avant de te dire l'inverse de la peur, c'est le courage. Mais aujourd'hui, je suis en train d'opérer un virage peut-être un peu plus mystique dans mon travail. J'ai commencé en vraiment parlant quasi exclusivement de science, de neurologie, de psychologie cognitive, de psychologie positive. Aujourd'hui, j'ai envie de plus parler du divin, d'intelligence supérieure, de l'invisible. Et aujourd'hui, pour moi, le meilleur remède face à la peur, c'est un mot qu'on peut considérer comme un gros mot. Et c'est pas merde ou putain, c'est la foi. La foi dans la magie de la vie. La foi dans le fait qu'il y a une autre intelligence que l'intelligence de nos mots histoires, que l'intelligence du langage, qui est à l'œuvre.
et que plus on croit dans la magie de la vie, plus la vie va révéler sa magie à nous. Et en même temps, c'est pas nouveau, même si effectivement, c'est peut-être vu comme un gros mot parce que les religions ont fait que les gens aujourd'hui sont en train d'essayer de se détacher peut-être de plus en plus d'un certain poids et carcan. Et en même temps, dans la religion, pour avoir côtoyé moi-même des communautés priantes, des monastères, etc., on voit que tout ce qu'on est en train de dire, ils l'ont déjà intégré d'une certaine manière, même au-delà de certains carcans ou poids de dogmes religieux. Bah oui, non, bien sûr, mais c'est tout le problème. Moi, j'ai grandi dans la religion juive et j'étais un juif athée. Je croyais pas en Dieu. Et toutes les salades qu'on me racontait, la mer Rouge qui s'est ouverte, et il faut pas manger de porc, et il faut pas tout ça, ça me paraissait... pour moi, ça n'avait ni queue ni tête. C'était... et le monde a 5000 ans et tout, mais arrêtez vos conneries. Donc, mais effectivement, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je redécouvre ce que ça peut vouloir dire la foi, mais d'une façon complètement différente. Et il y a ce problème, évidemment, de la religion qui a perverti les enseignements de grands sages tels que Bouddha ou tels que Jésus, qui sont arrivés et qui ont dit arrêtez de vous prosterner devant des statuettes, honorez le divin qui est en chacun d'entre vous, d'entre nous. Et le message, il n'est jamais compris, en fait. Parce que les personnes écoutent des Jésus et des Bouddhas dire le divin est en chacun de nous, il faut s'honorer les uns les autres, c'est comme ça qu'on vit. Et les gens disent oui, c'est génial, d'accord, c'est toi Dieu. Mais non, c'est pas. Je pense que Jésus comme Bouddha, il serait horrifié de voir toutes les statues à leur effigie qu'il y a dans les églises et les temples, et c'était pas ça du tout le message à la base. Et la religion, elle vient et elle pervertit, et puis en plus, évidemment, elle est utilisée comme instrument ensuite politique, instrument d'oppression. Alors évidemment, dans les religions, il y a aussi des personnes formidables et des choses très belles qui se passent, mais il y a eu tellement de choses affreuses commises au nom des religions que aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait une crise autour de ça. Et je pense... Oui, il y a eu beaucoup de choses faites. Ça c'est un autre débat qui est aussi peut-être plus personnel, mais en même temps, si je retiens les personnalités françaises qui ont marqué les 50 ou 60 dernières années, on avait quand même l'abbé Pierre, à l'époque Mère Teresa en Inde, c'était pas en France, Sœur Emmanuelle, etc. Oui. On a du mal aujourd'hui, alors peut-être aujourd'hui les nouveaux penseurs sont plus Christophe André, Mathieu Ricard, mais encore un moine bouddhiste. Et finalement, on manque aussi peut-être de grandes figures inspirées par leur foi comme ça, qui, à la fois en étant des religieux, mais en même temps en ayant un message très direct, peuvent parler au cœur et de manière universelle. Je ne sais pas si on peut tout jeter comme ça, c'est difficile. Ça, c'est peut-être un autre débat. On peut pas tout jeter, évidemment, et il faut pas tout jeter. Mais à certaines personnes à qui il faut pas parler de religion. Et à certaines personnes, certaines personnes à qui on peut pas parler de Jésus, par exemple. Parce que à Jésus, j'associe le christianisme, j'associe des choses auxquelles je crois pas, j'associe des scandales de l'Église, j'associe alors que Jésus a rien à voir avec tout ça. Mais oui, les religions, c'est ce que les hommes en ont fait. En fait. C'est ça. Donc c'est nous, ça nous renvoie à notre ombre, à notre humanité. C'est ça. Mais c'est pour ça aujourd'hui que je pense qu'il y a cet essor de la spiritualité hors religion. Et qu'aujourd'hui, il y a ce besoin qui se ressent parce qu'on est arrivé au bout de l'idéal matérialiste. Aujourd'hui, des séries comme Dallas et Dynasty, ça peut plus marcher. C'est pas, on sait aujourd'hui que, je veux dire, j'ai toujours entendu l'argent fait pas le bonheur, mais bon, aujourd'hui, on le sait vraiment. Et il y a une recherche autre. Et quelque part, il y a cette recherche de connexion au divin. Mais je vois bien, moi, quand j'ose parler un peu de ça de temps en temps, il y a certaines personnes, et je faisais partie de ces personnes auparavant, qui disent non, le divin, c'est la religion. Et la religion, c'est mal.
Et donc, il y a effectivement ce besoin de voix qui soient des voix aussi hors religion. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des voix dans les religions qui sont formidables. Moi, je suis pas de près la religion catholique, mais l'impression que j'ai, c'est que le nouveau pape, c'est un mec formidable. Et puis je pense à la rabbine Delphine Orviller, qui est extraordinaire, par exemple. Évidemment. Il y a des leaders religieux, et évidemment sans parler du Dalai Lama et des leaders religieux qui sont formidables. Mais il y a besoin il y a beaucoup de personnes, si tu es un leader religieux, on ne les écoutera pas. Parce que il faut aussi d'autres personnes. Et je pense qu'il y a besoin aussi parfois j'appelle ça la spiritualité jean basket. Il y a besoin et c'est aussi pour ça que je pense que de parler de ces choses-là en parlant de la culture populaire, c'est important. Bien sûr. On a largement dépassé notre temps de podcast et j'aimerais pour autant te poser cette dernière question, toi qui aimes rêver et voyager. Si tu partais seul sur une île déserte, possiblement en tête-à-tête avec toi-même, quelle anti-sèche emporterais-tu avec toi? La plus importante? C'est marrant parce que la plus importante, la première qui me serait venue en ce moment, ça aurait été de dire j'écoute pour recevoir plutôt que pour répondre. C'est l'anti-sèche sur l'écoute que je crois qu'on a tendance à faire si mal. Parce qu'on écoute l'autre en attendant, et on est tous coupables de ça, d'avoir notre place pour parler, pour raconter notre histoire. Et si on apprenait tout simplement à mieux s'écouter les uns les autres, je pense qu'on ferait déjà un pas en avant immense. Mais si je vais seul sur une île déserte... tu t'écouterais toi? Je m'écouterais moi, mais donc du coup l'anti-sèche... je pense que ça serait... je pratique la gratitude. Je pense que ça serait de continuer à entraîner mon cerveau, à me rappeler de toutes les choses incroyables qu'il y a dans ma vie, dans le monde, pour ne pas laisser le biais de négativité qui est en chacun de nous prendre le contrôle et nous dire comme tout est négatif, comme tout va mal. Merci pour cette conclusion. Merci infiniment, Jonathan. Alors, vous pouvez, vous qui nous écoutez, ce long entretien qui était passionnant. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de joie à t'écouter, Jonathan. Vous pouvez retrouver les anti-sèches emplis d'humour et de gaieté de Jonathan Lehmann dans son livre « Les anti-sèches du bonheur » aux éditions HarperCollins. Mais aussi retrouver la communauté des anti-sèches du bonheur sur Facebook et Instagram et écouter les méditations guidées. Rendez-vous sur l'application Seven Mind. Merci, Jonathan. Merci beaucoup, Anne. C'était une joie d'échanger avec toi. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.